je crois que plusieurs personnes de la communauté haïtienne ne se sentent même pas assez légitimes en général, incluant les hommes, pour me parler de leurs connaissances. Donc, parce que quand je parle de ce projet et ça semble intéresser les gens, on me réfère « Ah, je connais un agronome, etc. Tu devrais parler à telle personne. » Et moi, je suis comme « C'est très intéressant, mais moi, ce que je veux, c'est ton savoir à toi. C'est toi qui, devant moi, a eu cette expérience. » Donc, eux-mêmes n'ont pas l'habitude d'être valorisés. Donc, je sais que mon discours doit peut-être être sensible face à ça, donc trouver une façon, parce que pour moi, c'est tellement acquis, c'est comme c'est extraordinaire le savoir que tu as. Est-ce que tu me donnerais l'honneur de te parler? C'est un peu ça mon approche, puis eux sont comme, mais mon Dieu, je connais quelqu'un de mieux à qui tu devrais parler, donc je sais que mon approche doit faire attention à ça, et donc c'est ça. Pour l'instant, j'ai pas encore vu la dynamique, mais c'est sûr que de façon générale, en considérant la répartition des tâches hommes-femmes en agriculture, d'intégrer un quota important de femmes, je vais le prendre en compte, bien sûr. Bonjour et bienvenue dans Terroir Fertile, le balado qui part à la rencontre de celles et ceux qui pensent notre territoire alimentaire autrement. Je suis Christelle Fournier et dans chaque épisode, je rencontre des chercheurs ou des praticiens réflexifs afin qu'ensemble, on puisse améliorer nos pratiques, les bonifier et faire qu'on puisse avoir une meilleure alimentation québécoise demain. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur Spotify, YouTube, partager, faire découvrir nos invités. Et puis, si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez contribuer via Patreon. Ainsi, en fait, ça permet de payer toute l'équipe technique. Puis, j'en profite pour remercier Ivan Arturo et Charlotte Gandin qui sont là aujourd'hui, sans qui ce tournage ne serait pas possible. Aujourd'hui, on reçoit Laurie qui fait son doctorat en recherche en biologie végétale. On est dans un jardin à Montréal, chez une amie. Je remercie d'ailleurs Judith Rouen pour ça. Et puis, tu t'intéresses justement à tout ce qui est agriculture, les techniques agroécologiques et la question de la diversité ethnoculturelle. Donc, on va en parler. Donc, ton doctorat est basé sur l'ethnobotanique au milieu de la biologie végétale. Quand on parle d'ethnobotanique, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. On va en parler ensemble. Et puis, je me dis, en tout cas, on se dit l'ethno, on pense à la sociologie, l'anthropologie, on voit ça comme une science humaine. Puis, en fait, toi, tu as vraiment une démarche très scientifique, biologique, en y mettant le savoir des praticiens au milieu de tout ça. Donc voilà, en fait, tout simplement, on va découvrir ce que tu fais et pourquoi dans notre alimentation, ça serait vraiment intéressant de réfléchir à toutes ces approches qui sont très holistiques. En fait, tu mélanges plusieurs disciplines de recherche. Le balado, il va se décliner en 4 parties. D'abord, on va parler des racines. En gros, on va essayer d'aller voir qui tu es, qui est Laurie. Ensuite, on va aller sur le terreau. Donc, en fait, l'idée, c'est de vraiment découvrir le vocabulaire, c'est quoi l'ethnobotanique, c'est quoi la botanique, c'est quoi l'Institut de recherche en biologie végétale, un peu démystifier tous ces mots pour qu'on les comprenne. Puis nous allons aller sur la floraison. On va aller un peu plus dans qu'est-ce qui se passe, on en est où, c'est quoi les petites choses sympas ou moins sympas à découvrir pour aller finir avec les récoltes, c'est-à-dire c'est quoi la suite, tu vois ça comment. En fait, je voulais te proposer que tu te présentes en remontant depuis une de tes grand-mères, qu'on arrive jusqu'à toi, Laurie, aujourd'hui. D'abord, merci pour l'invitation, Christelle. Si je remonte à une de mes grand-mères, je vais choisir ma grand-mère du côté paternel. Donc, Carole Trébier, d'origine haïtienne, qui a donné naissance à mon père, Pierre, haïtien, qui a rencontré ma mère. Je suis descendante de mes parents dans le sens que j'ai grandi à Montréal-Nord, donc je suis née à Montréal-Nord, j'y vis encore aujourd'hui. Voici un peu cette lignée. Ma grand-mère qui a toujours eu un amour pour la cuisine, mais aussi le jardinage. Je me rappelle, elle habitait à l'appartement en haut de chez nous, donc c'est elle qui aidait, entre autres, au jardin. Ma mère également, donc il y avait ce lien aussi de transmission. Mais voilà, sinon, je ne sais pas quoi dire de moi. Laurie, grandie à Montréal-Nord, j'aime mon quartier, j'y vis encore, c'est une fierté, puis voilà. Oui, c'est ça. Hein. Puis, ouais. En fait, tu as vécu avec ta famille, en tout cas la partie haïtienne de ta famille à Montréal. Ta grand-mère était déjà là, donc de ce que je comprends. Donc tout le monde a immigré en même temps, disons.
Ma grand-mère est née en Haïti, pardon, je peux aller plus dans les détails. Ma grand-mère est née en Haïti. C'est mon père, en fait, qui a immigré à 4 ans. Donc, je suis immigrante de 2e génération du côté paternel. Ma mère est québécoise, née au Québec. Et voilà. Je voulais savoir, qu'est-ce que Laurie a eu dans son assiette depuis qu'elle était petite jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi ton histoire alimentaire? Je dirais que c'est plus une histoire de plantes qu'alimentaire, si je peux me permettre, dans le sens que j'ai eu la chance de grandir avec des arbres sur mon terrain, de la végétation, avoir un petit espace pour un potager, mais je sais que j'ai eu très rapidement un amour pour les arbres. Je me rappelle avoir fait le premier deuil d'un arbre, donc une petite cérémonie, parce qu'un arbre qu'on a dû le couper puisqu'il était malade. Donc c'est comme un rapport à la nature assez tôt. Puis sinon, l'évolution via l'alimentaire s'est fait vraiment plus tard. Je me rappelle aussi qu'il y avait de la ciboulette déjà sur mon terrain, qui était là avant notre présence. Donc la ciboulette qui est vivace, et je trouvais ça tellement impressionnant. Et je racontais à mes voisins que c'était du gazon qui se mangeait, donc j'étais bien fière de dire que c'était du gazon qui se mangeait. Donc le lien avec l'alimentaire s'est fait vraiment plus tard. Mais je pense que je me suis rendu compte à travers mes cours à l'université, en fait, que j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer dans mes cours, mais quand on parlait d'agriculture et de la provenance de la nourriture, c'est là que mon attention se captait. Donc c'est un peu ce lien-là où finalement, arbre va aussi jouer un rôle, mais vraiment plus tard, où l'arbre peut aussi avoir un lien dans l'agroécosystème. Donc c'est ça, un lien un peu flou, mais quand même, on dirait que c'était relié, surtout que mon nom est Laurie Saint-Fleur. Donc, on dirait que c'était destiné que je sois dans ce domaine, si on peut le raconter ainsi. T'as le nom de famille qui vient avec. Oh oui, c'est vendeur. C'est sûr. Et puis, c'est quoi ton parcours académique pour le coup? Parce que de ce que je sais, c'est que tu as autant un parcours académique que tu vas nous présenter, puis aussi un parcours terrain, en fait, autour de l'agriculture, ou en tout cas de la production ou des arbres, etc. Tu as ce double profil très, très rare et intéressant, en tout cas de mon point de vue. Absolument. C'est rare que je remonte jusqu'à là, mais je vais le faire cette fois-ci. Donc, j'ai commencé un baccalauréat en relations internationales et droit international. J'étais vraiment passionnée par la politique, le droit environnemental, le droit humain. Finalement, je me suis rendu compte que c'était un peu moins ce que je voulais faire, bien que très intéressant à apprendre, et plus me concentrer sur les initiatives locales, régionales. Et je trouvais que la géographie environnementale y répondait davantage. Donc, j'ai changé de baccalauréat après 1 an. J'ai terminé ce baccalauréat qui était très multidisciplinaire. Durant mon baccalauréat, c'était dans mes premières expériences où je suis allée sur une ferme. Je voulais vraiment vivre ce qu'était l'agriculture biologique, l'agriculture maraîchère. J'ai vraiment aimé, c'était vraiment un coup de cœur. C'était quoi la ferme d'ailleurs? C'était les Jardins de la Résistance. Ah oui, qui est une coop. Oui, qui est une coopérative. Je les salue d'ailleurs, qui m'ont bien appréciée, mais je ne devais pas être leur travailleuse la plus assidue parce que moi, j'étais en complète méditation dans les tâches, donc peut-être pas la plus effective dans les premières expériences de travail sur une ferme parce que pour moi, c'était la vie de rêve. Après, on sait que travailler sur une ferme, ce n'est pas que du rêve. Là, il y a toutes sortes d'enjeux, c'est difficile physiquement, mais j'ai vraiment aimé ce travail de terrain. Ensuite, je me suis tournée vers l'agriculture urbaine, plus par facilité, c'est-à-dire que je vivais en ville, donc de faire de la production en ville, c'était aussi très intéressant. Donc, j'ai entrepris quelques emplois en agriculture urbaine, un poste de chargé de projet. D'ailleurs, si je peux faire du pouce, tu parles de production en agriculture urbaine. J'ai un peu la sensation qu'on n'en est pas tout à fait là. Toi, c'est quoi ton... Après, on va revenir sur ton parcours, mais dans ton expérience, c'était de l'éducation-production, c'est ça? Enfin, surtout... Oui, mais surtout avec le recul. Parce que le discours, je trouve, en agriculture urbaine, c'est qu'on parle de production, qu'on est capable de nourrir certaines personnes. Après l'avoir vécu, c'est très petit l'échantillon de personnes qu'on peut nourrir. Par contre, les gens qui mettent les mains à la pâte, ça reste qu'on peut obtenir quand même un petit panier quand même intéressant et diversifier son alimentation, mais on ne sera pas beaucoup en bénéficier. Ça, c'est certain. Donc, c'est vrai qu'au final, c'est plus de l'éducation, la sensibilisation à des pratiques agroécologiques qu'on va y revenir, des façons autres de cultiver et se distancer aussi de la monoculture et de la surproduction alimentaire. Donc,
Voilà. Et créer du lien social aussi. Donc en fait, tu as eu cette expérience, tu travaillais pour qui? C'est correct que tu le nommes ou... Oui, donc j'ai commencé à travailler pour l'Écopab, donc les quartiers Pointe-aux-Prairies. J'ai vécu un certain moment à Pointe-aux-Trembles aussi, donc c'était très agréable de travailler à proximité. Ça, c'était plus un travail d'animatrice et jardinière urbaine, donc un peu les deux, autant l'animation que le travail agricole derrière. Ensuite, j'ai eu un poste de chargée de projet en agriculture urbaine au réseau alimentaire de l'Est de Montréal. Donc, je suis vraiment restée dans l'Est. J'aime bien parce que je suis une fille de l'Est. J'ai vécu dans l'Est, j'ai grandi dans l'Est. Quand j'arrive au centre-ville, je me sens comme une touriste. Donc, c'était vraiment bien de rester dans mes quartiers quand même. C'est vrai qu'il y a des Montréal. Oui, c'est Et vrai. en agriculture urbaine aussi, il y a des Montréal. Ouais. Tout à fait. On dirait sinon, j'ai peut-être des flous dans mes expériences, mais suite à... Oui, mais c'est juste, je me dis, comme c'est quand même des organismes plus ou moins connus, ou j'en sais rien, enfin, en tout cas, ça peut allumer certaines personnes. Pour les gens d'agriculture urbaine à Montréal, plus ce sont des acteurs relativement connus, bien sûr. Sinon, après, j'ai fait un micro-programme de deuxième cycle en agroforesterie. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, mais oui. Parce que j'ai pensé faire une maîtrise en agroforesterie. Je voulais d'abord tester, voir si en théorie, ça avait l'air bien, je voulais en apprendre un peu plus. Et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment appris que c'était pas nécessairement juste une monoculture et des rangs d'arbres, ça peut vraiment être diversifié. Entre autres, c'est à ce moment-là que j'ai appris les jardins Lacou, donc qui est une forme d'agriculture haïtienne, d'agriculture de subsistance où il y a des arbres mais aussi des cultures, donc vraiment un mode agroforestier en fait. Donc j'ai trouvé ça bien intéressant. Finalement, j'ai eu une opportunité d'étudier à Montréal en biologie végétale et donc j'ai complété une maîtrise en biologie végétale, en agriculture urbaine, sur le compagnonnage végétal. J'ai terminé cette maîtrise, mais au cours de cette maîtrise, j'ai continué quand même à avoir la main à la pâte. C'était pas sur mon projet de recherche. J'ai aussi eu une expérience une expérience terrain, mais en recherche en agriculture urbaine avant d'entamer cette maîtrise, j'ai oublié. Donc sinon, si c'était pas en recherche, c'était en verdissement ou en agriculture biologique. Ça, donc j'ai entamé certaines expériences. C'était important pour moi de quand même avoir une expérience terrain, donc de ne pas juste avoir une approche théorique, académique, mais aussi d'avoir une approche pratique, qui n'est pas du tout la même chose que des personnes qui sont là à temps plein, bien sûr, mais au moins avoir un certain pied sur le terrain pour comprendre leur réalité et aussi parce que vraiment, j'aime vraiment ça. Là. Donc, c'était difficile de réconcilier les deux, mais voilà. Mais ce qui, en même temps, trace ton parcours actuellement. Parce que le fait d'avoir été dans des deux côtés, cette curiosité-là fait que justement, tu t'intéresses aux pratiques. Oui, absolument. D'ailleurs, juste avant d'entamer justement la partie un peu les définitions, c'est quoi, etc., d'aller dans la partie terreau, je voulais savoir, tu te considères quoi? Chercheur, militante, éco-citoyenne? Je la pose à tout le monde, hein, parce que c'est, surtout pour des chercheurs, c'est comme... Je trouve ça difficile de m'étiqueter en tant que militante. On dirait que c'est un gros mot, c'est une grosse pression à se mettre sur les épaules, surtout quand je vois certains militants qui prennent justement de l'espace positivement, qui prennent de la place dans l'espace public en faisant davantage de vulgarisation. Mais par contre, si je tends à l'être. Donc, pour moi, la justice sociale est importante aussi dans mes démarches. Donc, c'est sûr que je ne veux pas le renier, mais on dirait que l'étiquette, il m'en manque peut-être un petit peu avant de me l'approprier. Mais sinon, je me considère comme étudiante chercheuse. Puis, je dis souvent que je suis une agricultrice dans mon cœur. Puis là, certaines personnes me demandent où est ta ferme. Je suis comme, mais non, j'ai pas de ferme. C'est vraiment dans mon cœur, c'est fictif. Donc, c'est ça. Ben justement, je voulais qu'on aille parce que c'est quoi la biologie végétale alors? C'est quoi cette affaire-là? Parce qu'on pense beaucoup à... c'est quoi la petite molécule ou encore les arbres se parlent pour certains qui connaissent? Moi, ça va être très simple. Quand je parle de biologie végétale, si j'ai pas envie de nommer, je veux dire j'étudie les plantes. Donc, c'est les plantes. Après, je comprends que ça peut être toutes sortes de choses. Certaines personnes peuvent étudier la biologie végétale de façon fondamentale. Donc, c'est davantage des connaissances. Ce n'est que des connaissances juste pour en savoir plus
sur les plantes, alors que les connaissances appliquées, il va automatiquement avoir une utilité pour la société, que ce soit à travers de l'agriculture, que ce soit à travers des marais filtrants, que ce soit à travers des plantes qui peuvent être plus résistantes au changement climatique dans nos aménagements. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être justement à l'échelle moléculaire, génétique. Ça peut être aussi en interaction avec d'autres éléments de biologie, donc les insectes, les pathogènes ou d'autres micro-organismes. Ça peut être une panoplie de choses. Dans mon cas, je me concentre vraiment sur l'agroécologie. Donc, les plantes, mais parfois aussi les plantes avec l'écosystème. Donc, à travers ma maîtrise, j'étudiais les plantes, oui, mais j'étudiais aussi les micro-organismes du sol, autant les micro-organismes bénéfiques que potentiellement nuisibles, comme des agents pathogènes qui peuvent engendrer des maladies pour les plantes, mais aussi la biodiversité des insectes, par exemple. Donc, les insectes qui ont une fonction bénéfique pour les plantes ou même pour la production alimentaire, ou des insectes qui pourraient être ravageurs pour la culture. Donc, ça peut être aussi toutes ces interactions-là, puis ça peut rentrer dans la biologie végétale. Alors, dans la biologie végétale, tu es vraiment dans une niche, parce qu'en fait, la biologie végétale, on pourrait étudier n'importe quelle plante en général. Oui. Toi, tu es en lien avec les plantes qu'on va consommer, en fait, oui. Et là, tu es dans un style de technique agricole dont l'agroécologie fait partie. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Je sais que c'est un gros morceau, mais l'agroécologie, c'est quoi en fait? Ce qui va ressortir de ce type de définition, c'est vraiment concernant les pratiques culturelles. Donc, un type d'agriculture qui se veut écologique, donc durable, que ce soit d'intégrer de la biodiversité, des rotations de culture, l'intégration du paillis, la circularité de l'eau, d'avoir des méthodes alternatives pour lutter contre les ravageurs autres que les pesticides chimiques. Donc, on est vraiment dans les pratiques. Par contre, quand on regarde la définition de l'agroécologie, ça va beaucoup plus loin que juste l'aspect écologique. Ça intègre l'humain, qui dans le fond, humain est aussi biologique, donc ça rentre parfaitement dans l'ensemble de cette dynamique où, que ce soit l'aspect sociétal, l'aspect politique, donc autant l'aspect sécurité alimentaire qu'une agriculture qui se veut durable aussi pour l'humain, donc éviter que l'agroécosystème ou juste que nos écosystèmes soient pollués par ce type d'agriculture, pollution de l'air, pollution de nos cours d'eau, pollution du sol, donc tout ça est interrelié. Donc c'est ça, c'est vraiment une vision et pas seulement des pratiques, mais tout ça est vraiment interrelié quand on y pense. Je sais que tu t'intéresses un peu à la permaculture, un peu à cause de moi aussi, là, parce qu'on se côtoie, puis tu as aussi un peu complètement travaillé sur un guide de forêt nourricière en lien avec la résilience au changement climatique. Ça serait quoi, pour toi, la différence entre la permaculture et l'agroécologie, si tu devais en mettre une? Bonne question. Je crois qu'au niveau de l'agroécologie, les gens la communauté citoyenne qui va s'impliquer dans le projet détermine un peu les principes de base qu'ils souhaitent. Alors que la permaculture, elle a déjà des principes, des valeurs ancrées sur lesquelles on s'entend de façon universelle. Donc, partager équitablement, prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain. Alors que l'agroécologie le sous-entend, on espère que ce soit le cas, mais par contre, je pense qu'une production agroécologique n'aurait pas nécessairement ces principes-là de cette façon. On dirait que ce serait la petite distinction. Par contre, la permaculture fait clairement partie de l'agroécologie. Oui, ils sont tellement interreliés. Oui. D'ailleurs, on travaillait sur une revue de littérature pour la permaculture, puis on est allé chercher le savoir scientifique agroécologique parce que c'était un peu... On ne pouvait pas s'en passer, ça fait partie intégrante. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire, je vais pousser un peu, mais ça veut dire finalement que quand on étudie l'agroécologie, on ne va pas forcément étudier la question de l'humain et de l'éthique humaine derrière? Je crois que oui, en effet. C'est-à-dire qu'on peut étudier l'agroécologie et faire fi de ce côté-là, qui pourtant, à la base, dans la définition, ne l'exclut pas. Mais c'est comme si on se le permet dans la littérature scientifique, aussi pour englober plusieurs termes. Mais pourtant, en termes de définition, on ne devrait pas l'exclure, mais elle se fait dans la littérature scientifique. Donc on en a fait une approche technique, de technique agricole systémique. Oui. OK. Oui, je pense qu'on pourrait
Donc quand on va chercher dans la littérature scientifique agroécologie, en général, on va tomber sur telle plante avec telle plante pour telle raison et avec tel insecte, ça a telle interaction. Oui. C'est ça, mais... Okay. Je crois que c'est parce que certaines personnes le sous-entendent en se disant de toute façon c'est bon pour l'humain. Donc, pourquoi aller plus loin? Par contre, on peut savoir qu'au sein même de ce type de système, il peut y avoir des inégalités, il peut y avoir d'autres dynamiques sur lesquelles il faut continuer à prendre soin de l'humain, comme le fait plus spécifiquement la permaculture. Mais oui, c'est intéressant de parce qu'on pourrait être sur une ferme donc, qui a des techniques agroécologiques, mais qui va exploiter son employé, par exemple. Et là, dans ce cadre-là, on ne peut pas dire que c'est un projet permaculturel. On pourrait éventuellement dire... Mais j'aimerais faire attention parce que je sais qu'il y a des gens en agroécologie qui trouvent que ça intègre complètement l'humain. Puis, donc, mais en tout cas, l'approche que toi, tu vois quand tu es à l'Institut de recherche en biologie végétale, c'est une approche très technique agricole systémique. C'est ça, Oui, mais de mon côté, je considère aussi que je fais de l'agroécologie. Et pour moi, c'est juste... Souvent, c'est ça, on dirait que je le sous-entends, que bien sûr, on prend soin de l'humain comme on le fait pour l'humain. Donc, mais c'est important de le mentionner clairement parce que l'humain peut rapidement être oublié lorsqu'on a de bonnes idées. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai envie de venir sur la définition de l'ethnobotanique. Oui. Et est-ce que toi, tu fais de l'ethnobotanique ou est-ce que tu fais de l'ethno-agrobotanique? Non, mais c'est comme... C'est une bonne question. Ça serait bien je sais pas, j'ai essayé de regarder, j'ai essayé vers ethno-agroécologique, voir un peu. Il n'y avait pas grand-chose qui sortait, il ne faut pas dire rien du tout. Ce que je fais, c'est assez simple en fait. Ethno pour humain, botanique pour plantes. Donc, les connaissances qu'ont les humains sur les plantes. Ce que moi, je considère que je fais est autant de l'ethnobotanie que de l'ethnoécologie. Donc, les connaissances qu'ont les humains aussi sur l'écologie. Mais dans ce contexte, le contexte de ma recherche, c'est vraiment adapté à l'agriculture. Donc, l'écologie dans l'agriculture. En lien avec l'ethnobotanique, juste pour sortir et revenir, il y a aussi des spécialistes en paléo-ethnobotanique. Je sais que dans le monde... Oui, parce que c'est ça, quand on veut regarder pourquoi les Mayas ou je ne sais quoi, il y a certaines études qui sont faites sur pourquoi il y a eu un déclin. Et en fait, on se rend compte que c'est des enjeux agricoles partiellement, des invasions de je ne sais quoi. Et donc, il y a des spécialistes en histoire, en paléontologie, etc., de la botanique via les plantes. Oui. Donc il y a plein de métiers autour de l'ethnobotanique en fait. En termes de diversité, oui. Ben oui, en fait c'est ça que... Oui. Parce que toi tu es sur l'agriculture. Et justement, tiens, on va rentrer dans... C'est un mélange de toute façon. Donc tu as fait d'abord, parce que ça c'est vraiment intéressant, ta maîtrise, c'était sur le compagnonnage. Alors je voudrais que tu expliques aussi ce que c'est. Mais tu as eu un angle très particulier qui a... Pour moi, à ce moment-là, tu es militante. C'est parce que tu as fait un choix d'utiliser des plantes qu'on n'étudie pas souvent et qui viennent de la diversité ethnique, c'est ça? Oui, sinon le terme dans la littérature scientifique, c'est diversité bioculturelle. Okay. Et c'est vraiment depuis que j'ai commencé à l'étudier, là, on dirait que le terme revient plus souvent. Donc, on dirait qu'il y a plusieurs personnes commencent à l'intégrer. Oui, j'utilisais le compagnonnage, qui est une technique culturelle qui vise à associer au moins 2 plantes sur la même parcelle ou des parcelles très rapprochées. Donc, c'est vraiment de la biodiversité agricole pour différents effets bénéfiques. Dans mon cas, c'était vraiment pour voir l'effet sur un insecte ravageur particulier, un insecte ravageur du chou. Qui était la pierrite du chou. Donc, j'ai vraiment été chanceuse. Je pense que c'était la seule agricultrice urbaine qui était contente de voir la pierrite venir déposer ses petites larves sur mes choux pour étudier la différence. Mais juste ça, il y a différents types de compagnonnage. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Sinon, moi, ce que j'intégrais, c'est ça, c'est la diversité bioculturelle. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des plantes d'intérêt pour différentes communautés culturelles, donc des communautés provenant de différentes communautés immigrantes. Moi, je me penchais sur des cultures d'intérêt afro-caraïbéennes. Okay. Donc, de mémoire, par exemple, une aubergine africaine, Solanum aethiopicum. Tu avais le basilic éthiopien, non? C'est ça? Il s'appelait aussi africain. Souvent, ces plantes ont vraiment des noms comme très... Mais exemple, il y avait le pois Congo. Pois Congo, ça, oui. Plus spécifiquement, avec de l'hibiscus, de l'amarante. Ça
favorise aussi une plus grande diversité de plantes qu'on peut cultiver ici au Québec de façon annuelle. Mais aussi, il faut aussi faire attention parce qu'il y a des plantes qu'on peut cultiver de façon annuelle, mais certaines qui peuvent devenir envahissantes. Mais souvent, plusieurs des plantes qu'on cultive ailleurs vont juste être annuelles, donc ne vont pas être vivaces. Parce qu'elles vont mourir l'hiver, en fait, elles ne vont pas supporter... ouais. Donc il faut un effort de conservation, de récolte de semences si on veut conserver cette génétique. Et alors, ça a été quoi les enjeux? J'avais vraiment envie, je me dis, tu as voulu faire ça? Est-ce que déjà dans ta chaire de recherche, est-ce que quelqu'un t'a dit mais c'est quoi cette idée farfelue? Est-ce qu'on t'a découragé là-dedans? Et puis ensuite, tu les trouves où ces plans, vu que... Est-ce qu'on les trouve facilement? Parce que tout ça, d'un coup, on sort de notre boîte, puis concrètement? Disons, j'ai été fortement encouragée par ma directrice. Okay. Ensuite, personne ne m'a découragée, mais ne pas nécessairement encouragée. Donc, un très grand silence sur les méthodologies qui est pourtant très unique et qui sort de l'ordinaire. Les bourses, par contre, m'ont félicité, mais je veux dire, les autres chercheurs qui étaient sur mon comité conseil, donc pour accepter mon projet de recherche, n'ont pas particulièrement souligné cette méthode, simplement indiqué que ça n'avait pas sa place dans la revue de littérature générale, mais vraiment dans la méthodologie. Puisque j'avais une très grande liste de plantes d'intérêt, parce que j'avais fait une recherche assidue de plantes d'intérêt, il y en avait vraiment plusieurs, juste parmi la littérature par contre. Donc, j'ai pas fait de consultation de communauté dans ce cas-ci. Mais tu étais à la maîtrise. À la maîtrise, j'ai manqué de temps. Un projet puis, voilà. petit, ouais. Mais donc, j'avais une grande liste. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les semenciers du Québec en commençant par Amidou Horticulture, dont je sais qu'il y a déjà sa spécialité. Donc, je savais qu'il y avait déjà des gens qui avaient ce type d'initiative. C'est juste que je devais être dans la première ou dans les premières à vraiment l'intégrer dans un projet de recherche. Assumer. Oui. Exactement. Avec une vraie volonté. Oui. Ouais. Et de le nommer, vraiment, que c'est de la diversité bioculturelle. Parce que si je dis pas de bêtises, alors peut-être tu le sais pas, j'en sais rien, j'avais entendu une recherche du CETAB sur, justement, si je dis pas de bêtises, c'est le CETAB, en tout cas, un des centres de recherche à Victoriaville, sur la question du chou et des légumes asiatiques. Parce qu'en fait, là, c'est un peu différent, c'était dans une perspective de... beaucoup des légumes asiatiques ont été habitués au froid parce que dans la culture asiatique, on habitue certains végétaux au froid. Et donc, c'était pas dans une approche socio-militante. C'est là où je trouve qu'il y a du militantisme, dire « Hey, ces gens-là sont absents, pourtant ils sont là, on est là. » Ben voilà. Mais là, c'était vraiment très pratico-pratique. Ces choux ont été cultivés de cette façon-là, on pourrait peut-être les utiliser. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas entendu parler de la recherche, mais de la pratique. Donc, chez les fermiers, les maraîchers qui utilisent des techniques en sachant que certains choux, même choux chinois ou d'autres légumes asiatiques se cultivent bien en temps plus froid, sont même plus sucrés. Donc, ça, j'avais déjà entendu parler, mais sans donner le crédit à une connaissance autre que la leur, par contre. Mais en même temps, ce sont des maraîchers, donc la faute ne vient pas nécessairement d'eux, mais c'est ça, c'est comme deux perspectives qui... c'est ça, il manque de reconnaissance de... En fait, ce qu'il y a, c'est que... attention, parce que moi, ça a été une rencontre pendant 1 heure, puis je m'en souviens pas, je suis pas retournée chercher l'information avant qu'on se parle, là. Mais en fait, c'est juste que je me dis, cette recherche a été faite sur des savoirs praticiens, de toute façon. Oui. C'est juste qu'ils le testent pour voir si économiquement ça marche, donc c'est bien. Mais c'est juste la façon dont l'approche a été faite, comme on nous l'a présenté, c'était pas du tout politisé, c'était très pratico-pratique, technique. Parce que toi, c'est assumé, c'est un prisme assumé, c'est pas une stratégie pour mieux produire, ça l'est aussi. C'est ça, hein? Oui, c'est vrai, mais c'est que d'un côté, ça va ensemble. C'est-à-dire que je crois que toi et moi, on s'entend de toute façon, comme l'avenir se fait pas sans les communautés, donc il faut que les communautés soient engagées, il faut que leur intérêt soit suscité. Donc voilà, et donc, je sais pas, oui, j'imagine, la façon que tu le présentes, c'est du militantisme, mais pour moi, c'est normal. Donc ça va ensemble, c'est la voie à prendre. Et ton doctorat, donc, t'es partie sur les savoirs paysans haïtiens. Pourquoi, à tes yeux, c'est pertinent? Au-delà de ton histoire familiale, j'imagine qu'il y a quand même un petit côté coup de cœur, mais en quoi ces savoirs haïtiens-là sont intéressants pour l'agroécologie et les savoirs au Québec? À la base, toute communauté a un savoir sur l'agriculture et donc tous ces savoirs-là sont pertinents, méritent une attention particulière.
Je me suis intéressée au savoir de la communauté haïtienne, bien sûr, en raison de mes origines. C'était vraiment une façon d'intégrer un aspect plus identitaire, plus personnel à un doctorat. Ça aussi, c'est un choix, c'est-à-dire de faire qu'un doctorat, c'est tout un choix à faire comme cheminement de vie. Donc, autant y intégrer un aspect identitaire. Et pourquoi je considère que ça peut être pertinent pour l'agriculture au Québec? C'est plus spécifiquement le modèle d'agriculture de subsistance, donc l'agriculture pour survivre, c'est-à-dire un jardin derrière la maison, appelé très régulièrement jardin Lacou. Donc, c'est un type d'agriculture qui intègre toutes sortes d'espèces, que ce soit des espèces vivaces, annuelles, des fleurs, mais aussi des arbres. Donc, même un système agroforestier très intéressant qui intègre des pratiques agroécologiques et qui est un modèle, en fait, parmi tant d'autres, mais un modèle qui n'est pas particulièrement valorisé dans la littérature, très peu vu. Et donc, c'était aussi une envie de le valoriser, de le remettre de l'avant. Ce que je trouve intéressant aussi à travers ma recherche, c'est de m'intéresser non pas au point de vue de communauté haïtienne en Haïti, qui pourrait vraiment être intéressant, mais de le faire via la transmission du parcours migratoire, c'est-à-dire parmi les Haïtiens à Montréal. Okay. Et qui de cette communauté a ses connaissances? Qu'est-ce qui reste de cette connaissance? Et est-ce qu'on peut l'étudier? Est-ce qu'on peut la nommer? Est-ce qu'on peut nommer les plantes? Est-ce qu'on peut nommer les pratiques? Est-ce qu'il y a une partie qu'on peut même reproduire ici au Québec? Bien sûr, de façon différente. On ne fera pas pousser du café ici. Oui. Mais je veux dire, il y a d'autres cultures qui peuvent être adaptées. Puis il y a d'autres types d'arbres aussi peut-être qu'on pourrait intégrer dans notre système. Donc, je pense aussi qu'on peut très bien s'y intéresser. Et aussi dans ma recherche, que je n'ai pas encore parlé, c'est que je m'intéresse beaucoup aux mécanismes de défense des plantes face au changement climatique, plus spécifiquement à la sécheresse et à l'inondation, donc vraiment au stress de l'eau, qui sont très courants déjà au Québec, là, qui vont en accélérer. Donc, je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de ce type de modèles qui parfois peuvent être résilients face à la circularité de l'eau et voir comment ils s'adaptent dans un tel. Oui, surtout qu'Haïti est un des pays les plus en crise environnementale au monde depuis un moment. Donc c'est sûr que si on arrive à en faire de l'agriculture, au-delà du fait que ça soit tropical, parce que clairement on est ailleurs, oui, il y a peut-être des stratégies intéressantes à travailler aussi avec Fertile sur une question de recherche sur la pratique des savoirs de forêt nourricière au Québec, avec le côté la forêt nourricière, le savoir scientifique, la littérature scientifique, où c'est que ça en est, est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas. Puis que là, quand je t'écoute, en fait, je suis en train de me dire, on est quand même très proche. Puis là, désolée de ma naïveté, mais tu es carrément en train de me dire, mais en fait, ce savoir haïtien-là au Québec pourrait être une énorme réponse partielle à nos enjeux de demain. Puis j'entends que tu me parles de forêt nourricière aussi, alors autour d'une communauté familiale plutôt. Oui. Tu veux développer autour de ça? Parce que... Oui, mais dans mon cas, ce n'est pas du tout une surprise que, exemple, les jardins Lacou puissent être une inspiration. Il y en a tellement des inspirations mondialement. Donc tout ce qui est agroécologique, qu'il soit agroforestier, de type forêt nourricier ou pas, peuvent être des modèles. C'est sûr qu'en voyant l'accélération du changement climatique, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est vrai que là, on pourrait peut-être s'inspirer pour répondre à des enjeux. Mais juste de façon générale, de mettre l'accent sur les pratiques agroécologiques au Québec, on dirait que c'est ma revendication et j'en parle tous les jours. On va faire des changements avec ça, déjà. Parce que juste avec une diversité de cultures, c'est pas toutes les cultures qui vont réagir de la même façon à des sécheresses, à des inondations. Il va y avoir certains taux de survie. On va pouvoir rapidement s'adapter. On va voir qu'est-ce qui survit mieux dans telles conditions. Donc, il faut juste commencer quelque part, à mon sens. Plusieurs le font, bien sûr. Mais oui, bien sûr, je crois que les jardins Lacou peuvent être un modèle pour le Québec. Et est-ce qu'il y en a plein? En fait, parce que là, de ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'en fait, il y a une diversité de gens qui pratiquent ces jardins-là. Il y en a plein. Je veux dire, que ce soit au Costa Rica, au Brésil, j'ai une collègue qui fait une démarche assez similaire au niveau de la maîtrise. Et elle regarde autant dans la littérature scientifique, mais surtout la littérature grise au Cameroun. Donc, c'est-à-dire, par littérature grise, on intègre, par exemple, que ce soit des vidéos de fermiers, des guides de certaines organisations municipales, par exemple. Donc, le savoir au travers de cette littérature moins valorisée.
donc de praticiens, et donc de voir si leur agriculture, leur connaissance sur l'agriculture et leur pratique, de la documenter en fait, et puisse aussi être une inspiration pour l'agriculture au Québec. Donc ça se fait de plus en plus, mais oui, le nombre de modèles ne manque pas. En fait, ma question elle est même plus précise que ça. Est-ce qu'il y a déjà plein de praticiens de ces techniques-là au Québec? C'est-à-dire que finalement, parce que tu es en train de me dire que quand tu étais petite, tu avais déjà un petit jardin, des petites choses. Est-ce qu'il y a d'autres personnes d'origine haïtienne ou de d'autres pays, de d'autres pays sans doute, mais là je vais rester sur Haïti vu que... Est-ce que dans Montréal-Nord, il y a plein de jardins de ce style-là? Enfin, je suis dans le cliché parce que je ne sais pas comment la poser, mais est-ce qu'il y a un savoir-faire finalement qui est déjà en pratique ici au Québec? À ma connaissance, il n'y a pas un savoir-faire pratique haïtien mis en place, mais il y a des savoir-faire individuels. Donc, je ne veux pas arriver au Québec, la société est plus individualiste qu'elle l'était, par exemple, en Haïti. Donc, certains ont des jardins, mais certains vont avoir une parcelle dans les jardins communautaires. Est-ce que certaines s'entraident? Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment étudié, je n'ai pas vu. Je suis encore au début, en plus, de ma recherche. Donc, les savoirs sont individualisés. Je ne sais même pas s'ils sont transmis de génération en génération, mais c'est très intéressant de prendre le temps d'étudier ce type de transmission. Je ne suis pas la seule. Il y a aussi Jean-Philippe Vézina qui a parti une ferme, appelée d'ailleurs Jardin Lacou, qui s'inspire entre autres de pratiques et de culture haïtienne, pas que, aussi de pratiques et culture africaine. Il s'inspirait aussi du livre Farming While Black, donc de Léa Penniman, donc plus agriculture afro-américaine. Okay. Donc, il y a plusieurs initiatives quand même comme ça au Québec, mais il manque quand même une centralisation. Et pour les connaissances haïtiennes spécifiquement, il n'y en a pas. Okay. Mais c'est mon désir. Oui, donc, c'est mon désir de créer aussi, appel à tous, un jardin, un jardin basé sur les savoirs haïtiens. Mais je suis vraiment au début des démarches. Mais oui, c'est un désir. Dans ton doctorat, tu as choisi d'entre autres créer un jardin pour qu'il y ait... En fait, c'est dans la méthodologie. Tu veux nous l'expliquer ou pas du tout? Parce que là, je te vois me faire comme oui, mais oui et non, Christelle, et puis c'est correct. Non, c'est pas à toi. Ces yeux-là sont à moi, donc un miroir de moi-même. Je n'étais pas obligée de faire ça. Non, c'était... donc, c'est vraiment parallèle à mon doctorat, mais c'est aussi à condition d'être étudiante au doctorat, je me suis inscrite à l'école d'été en communication scientifique d'ACFAS, donc prendre part en 2024 à l'école. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que le projet a commencé à germer dans ma tête en parallèle aux ateliers et entrevues que j'aimerais faire avec la communauté haïtienne de Montréal, parce que c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais qu'il y ait peut-être créer un noyau de personnes intéressées à créer avec moi un jardin. Donc, moi, je peux coordonner le projet, mais j'aimerais aussi faire partie de ce noyau et apprendre des personnes qui souhaitent aussi me transmettre ces connaissances, parce que mes connaissances sont surtout de la littérature scientifique, très peu de mon expérience à moi. Donc, en fait, tu as de l'expérience terrain, mais pas haïtien, en fait. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, en fait, c'est un doctorat très appliqué. En fait, tu utilises ton doctorat pour essayer de créer une application très concrète et être dans le changement parce qu'on est pressé un peu d'essayer de se nourrir face à tout ce qui se passe? Oui. En fait, quand j'étais à la maîtrise, je me disais, si j'avais à faire un doctorat, je voulais qu'il ait une utilité sociale. Donc, tant qu'à ça, créer un jardin ou autre projet. Donc, c'est quand même spécial que je le réalise pour vrai. Ouais. Mais je suis contente. Oui, je pense que c'était aussi très important pour moi de bien penser et pas juste me lancer. Donc, que la méthodologie soit bien pensée, mais vraiment Donc, je suis rendue à bientôt commencer les entrevues, ateliers, monter le noyau, trouver le lieu. Certaines démarches ont été entreprises, mais elles ont été mises sur pause pour bien réfléchir. Mais voilà, je suis vraiment au début de ce projet, autant le projet doctoral que le jardin en parallèle. Et est-ce que, en fait, dans ta recherche, donc tu vas avoir des gens qui vont te raconter leurs pratiques, est-ce que tu vas les mettre en, je vais pas dire en confrontation, mais face à face avec des savoirs biologiques purs? C'est quoi l'étape d'après? Bonne question. C'est une très bonne question. Pas nécessairement directement. Si la conversation amène là, pourquoi pas?
Mais c'est sûr qu'à travers pour moi, ce sera un jardin collectif en ville, donc urbain. Et au sein de l'agriculture urbaine, qu'on en a parlé plus tôt, l'éducation, la sensibilisation, l'animation est au cœur. Donc, à travers des types d'animation, là, on peut peut-être rentrer plus en profondeur dans certains concepts biologiques, agroécologiques, plus scientifiques, mais si on peut le dire ainsi. Mais à la base, ce n'est pas... L'objectif pour moi, ce n'est pas d'éduquer, c'est d'apprendre d'eux et de valoriser les connaissances aussi. Donc, un échange, oui. Mais, et peut-être rendre à la société s'il y a des choses intéressantes, puis peut-être éduquer à des nouveaux végétaux, parce qu'en fait j'imagine qu'il y a des saveurs aussi de certains végétaux qu'on ne connaît pas forcément au Québec et qu'on est donc on contribue à un terroir qui se nourrit de la... Alors comment tu m'as dit, diversité bioculturelle? Oui, c'est ça. Puis aussi pour la communauté haïtienne plus spécifiquement, la richesse d'un tel projet, j'ose croire, c'est aussi se rappeler, se répertorier ces connaissances-là qu'on ne fait pas nécessairement puisqu'on n'a plus le même contact. On n'a plus le même contact, on n'a plus le même rapport à la Terre. Donc, c'est aussi d'arriver à se reconnecter. Parce que c'est connu aussi, une des raisons qui est intéressante de s'intéresser à la communauté haïtienne, c'est que souvent ce sont fait partie dans des communautés les plus marginalisées, donc moins de verdissement dans les endroits où ils vivent ou d'autres aspects sociaux. La communauté haïtienne, ça fait longtemps qu'elle est là au Québec et à travers différentes vagues de migration. La première vague de migration aussi, c'était surtout des professionnels de recherche, des profs, des avocats, des ingénieurs, des médecins, et donc qui ont contribué aussi à l'économie du Québec, mais aussi au care, donc à prendre soin des Québécois. Donc il y a vraiment toute une histoire de la contribution haïtienne à l'économie québécoise. Tout simplement. Donc, c'est ça, mais pour certains, l'immigration est plus récente, certains plus ancienne, mais quand même de répertorier ce savoir, se retourner à ce rapport à la Terre. En science, souvent on est sur « j'expérimente ça, je fais ça, etc. » Là, le fait d'aller chercher des savoirs praticiens, c'est rare, si je dis pas de bêtises. Puis en biologie végétale, j'imagine que c'est vraiment encore plus rare, sauf si on est en sciences humaines évidemment là, mais je parle de... et puis, je voulais savoir, toi, c'est quoi dans les savoirs ou les techniques traditionnelles que tu as pu voir, où tu te dis, il faudrait vraiment qu'on s'inspire de ça pour aller, parce qu'on est face à un mur, plutôt que... je vais le comparer avec toute la technologie qu'on est en train de nous inventer. Quand on regarde les budgets, les finances qui sont mis dans la recherche, en agriculture, on va aller chercher justement comment on peut changer génétiquement certaines plantes. Là, c'est le bon insecticide. On est encore dans une approche très technique, maîtrise, etc. Là, tu nous sors de là pour nous dire il y a peut-être une autre voie. Oui. Il faut savoir que je suis au début de mon projet, donc bien sûr, j'ai lu, bien sûr, j'ai des hypothèses, je me doute peut-être de certaines choses dont j'ai apprises, mais j'ai pas eu encore d'entrevue avec la communauté haïtienne. J'ai eu une entrevue test, mais ça compte pas. Pas encore. Et puis, mais sinon, expérience en agroécologie, même au-delà des savoirs haïtiens, je dirais. Que je ne cherche pas à réinventer la roue. D'où pourquoi je m'intéresse à ce point-là aux savoirs locaux, aux savoirs ancestraux, donc à ces pratiques qui existent déjà. Donc, c'est de revaloriser un savoir qui existe déjà, de se le réapproprier aussi et pour certaines personnes, le réapprendre ou le transmettre. Puis là, je le fais à travers la communauté haïtienne, mais ça s'applique à toutes sortes de communautés. Puis, on a déjà le savoir pour faire une agriculture durable, donc vraiment durable, écologique, locale, résiliente aussi. Donc, on a des pistes de solutions. Il suffit que de les mettre en place, mais ce serait bien aussi d'avoir les leviers pour le faire. Donc, mon but, ce n'est pas d'aller via l'émergence d'une technologie pour optimiser une culture en particulier. Ça ne répond pas à un enjeu qui est plus systémique, donc vraiment plus large que le problème de la productivité d'une seule culture, par exemple. J'ai la sensation que les fonds, alors je ne sais pas si c'est vrai, j'ai l'impression qu'on a plus de fonds mis en technologie, comme si le côté techno allait nous sauver, l'IA, en biologie et en agriculture, on se rend compte en toute alimentation qu'on est aussi là-dessus. Je pense justement à tout ce qui est
le bon désherbage, le désherbage par des machines, remplacer l'humain parce que c'est souvent le coût cher, etc. Je crois que oui, en effet. Il y a moins de fonds pour les sciences sociales. Je pense peut-être que c'est peut-être plus difficile, peut-être pour des bailleurs de fonds, ou de chiffrer concrètement ce que ça prend pour faire ce genre de recherche versus une technologie, c'est très mathématique. Voilà, beaucoup d'argent doit être disponible pour ça et puis on le donne. C'est comme, peut-être que mentalement, c'est peut-être plus facile. Genre à mesurer le chiffre, combien pourtant on se trompe beaucoup dans les millions qu'il faut donner pour une technologie, mais... C'est ça, mais on... Ou est-ce que c'est l'idée qu'on veut toujours être le créateur, la créatrice de la nouvelle chose que jamais personne n'a entendu parler et finalement d'aller voir les savoirs déjà connus pour se dire comment est notre agriculture de demain, En fait, mais en même temps, c'est révolutionnaire, moi, de dire, si on prenait ce qui existait déjà, puis on l'adapte à ici, aujourd'hui, le but, c'est qu'on mange demain, de toute façon, c'est pas... Oui, Oui, mais... on dirait... Mais t'es sur la retenue. Non, mais ça me fait penser, c'est comme si... j'avais entendu ça dans un podcast qui était quand même militantiste, qui parlait comme si, exemple, les gens qui hésitent à être militants ou être plus à dénoncer ou être plus à faire davantage d'actions pour notre environnement, pour la justice sociale, qui est tout imbriquée. C'est comme si on attendait encore un sauveur. Ah oui, la personne héroïque, qui va venir, Superman ou je ne sais qui. C'est ça, qui va venir nous sauver, puis on comprend les origines, les origines religieuses derrière ça, mais je veux dire, c'est comme si on attendait encore que quelque chose vienne nous sauver, que ce soit une personne ou une technologie. Donc, alors que c'est un changement sociétal, un changement de paradigme, un changement de façon de penser qui, à mon sens, va être plus durable pour notre alimentation, pour sauver nos écosystèmes, nos riches écosystèmes. Donc oui, c'est comme, c'est révolutionnaire révolutionnaire entre guillemets, de considérer que les savoirs ancestraux vont nous sauver, mais c'est assez banal. Oui, ça devrait être quand même... pour toi et moi, ça semble une base, mais tu vois, quand on parle de ça, j'ai envie de parler de la question autochtone. Je sais que c'est pas ton sujet, non, mais 100%, il faut en parler, en fait. Ouais. Ah bon, oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai complètement oublié de l'intégrer, mais ça part de là. Même l'ethnobotanie, à la base, les communautés qui étaient d'intérêt d'étude, c'est diverses communautés autochtones, leur lien à la terre, leur connaissance sur des générations et des générations, et ce, malgré la violence subie, ont encore cette connaissance-là. Il faut quand même reconnaître que l'ethnobotanie, comme toutes sortes de sciences, a des racines coloniales, donc qui est tout à fait à déconstruire aujourd'hui. Donc, les approches sont très importantes. Donc, la considération des communautés qu'on va chercher est très importante. Leur accord, l'intégration de ces personnes dans le projet. Par exemple, moi, c'est plus facile avec ma communauté parce que je ne cherche pas à utiliser des personnes de ma communauté pour mon projet, mais je veux que ces personnes-là se sentent valorisées, qu'elles soient intéressées par mon projet et qu'ensemble, on crée justement une base de données sur nos connaissances. Je m'inclus, mais leurs connaissances. Oui, mais j'entends. Mais il faut avoir cette approche avec toutes sortes de communautés étudiées, même si ce n'est pas notre communauté. D'où pourquoi il y a aujourd'hui des certifications éthiques dans certaines recherches qui ont de bonnes intentions. Là. Donc, pour faire une recherche en sciences humaines, il faut qu'il y ait une certification éthique. Ah oui. Absolument. Donc, ça vient de là, entre autres. Mais oui, en fait, les communautés autochtones sont un excellent exemple de leur connaissance de leur territoire. Et là, on va au-delà de l'agroécologie, on va aussi de la conservation du territoire, de la protection de ce dernier, puis on les voit aussi dans leur lutte et à quel point c'est important de les soutenir aussi. Puis... Est-ce qu'il y a des gens qui font ce travail-là, tu le sais ou pas? L'ethnobotanie? L'ethnobotanie des savoirs agricoles autochtones du Québec. Tu vois, là, je vais tching, et d'autant plus qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de nations autochtones au Québec qui étaient des agriculteurs. Enfin... agriculteurs tels qu'on le voit dans notre façon sédentaire de vivre l'agriculture, parce qu'on sait qu'il y avait une forme de forêt nourricière aussi, entre autres. Je veux pas rentrer là... Enfin, justement, je suis pas spécialiste, donc mais tu sais s'il y a des gens qui s'intéressent à ça? Tu en as dans la chaire de recherche où tu es? C'est tellement spécifique que ma réponse serait, à ma connaissance, non. Okay. Mais
par exemple, il y a un poste à l'IRBV où il y a un ethnobotaniste et, entre autres, certaines parties de sa recherche s'intéressent à certaines communautés autochtones, notamment des Inuits, mais c'est pas en lien avec l'agriculture. Donc, c'est en lien avec les plantes médicinalement. Après, je considère pas que la recherche doit absolument être la voie à suivre. C'est-à-dire, il y a déjà des personnes qui revendiquent leur connaissance de leur territoire, leur connaissance en lien avec l'agriculture. Puis, il y a des moyens de pouvoir, d'avoir des leviers de financement, payer ces personnes qui veulent offrir peut-être des formations ou offrir une conférence sur ce type de savoir. Ça se fait. Je veux dire, on le voit souvent à Montréal. Donc, la recherche est intéressante, mais c'est pas nécessairement la seule approche pour valoriser des savoirs ancestraux. Surtout que là, c'est très colonial. Genre, une personne autoritaire avec une certaine légitimité, mais un tampon en disant ton savoir est valable ou non, là, c'est quand même C'est pas nécessaire. En recherche, on a beaucoup cette idée de neutralité. Tu sais, on a des faits scientifiques, on vient mesurer, on vient voir des choses. Mais là, en fait, quelque part, tu es en train de me dire, c'est un doctorat identitaire, tu vas voir ta communauté d'origine, tu veux faire un apprentissage par époux, construire éventuellement autour un jardin, donc quelque chose de très appliqué. Une recherche, c'est neutre ou c'est pas neutre? C'est quoi? Je viens provoquer par rapport à la question. Est-ce que cette histoire de neutralité, faudrait pas qu'on s'en débarrasse un peu? Est-ce qu'il n'y a pas de la subjectivité tout le temps et qu'il faudrait qu'on assume cette subjectivité? Toujours. Surtout dès qu'il y a une étude de communauté humaine, c'est très difficile d'être subjectif. Puis d'être objectif, pardon. Oui. Donc, en fait, c'est assez facile d'être subjectif. Mais oui, donc là, je me permets d'en parler dans un podcast, mais je ne mettrais peut-être pas l'accent devant... un jury quelconque. Exact. Après, je suis prête à me défendre, ça ne me dérange pas, mais c'est ça. Par contre, oui, moi, je trouve pas que c'est important tant que ça, l'objectivité, que je fasse partie de cette communauté. Pour moi, ça n'a pas d'importance. En fait, je pense que c'est même préférable. Mais en fait, pas que ça doit absolument être un prérequis, mais j'ai déjà moins de travail réflexif face à l'aspect colonial de l'ethnobotanie. Parce que je reprends une science qui a pu être coloniale dans le passé, puis je me l'attribue pour valoriser des savoirs ancestraux. Puis je fais partie de cette communauté, même si j'ai pas les savoirs derrière. Donc, il y a ça. Donc, ici, on dirait pour moi, ça n'a pas autant d'importance avec les communautés humaines. Et aussi, c'est l'aspect d'objectivité en science est important, mais ne serait-ce que de dire qu'on doit être objectif est subjectif. Donc, il y a tout un débat là-dessus, on pourrait en parler longtemps, mais je veux dire, il y a quand même... Voilà, moi, ça me choque vraiment pas, mon approche, mais je sais que certaines personnes pourraient peut-être avoir un certain regard, mais je pense que tant qu'à avoir ce projet, autant je suis contente que ce soit moi qui le fasse ou quelqu'un d'autre de la communauté, en fait. Pas nécessairement moi spécifiquement, mais c'est bien que quelqu'un de sa propre communauté puisse étudier. Je pense pas qu'on a besoin de regard extérieur. Oui, surtout que les Occidentaux, on analyse nos propres façons de faire, puis on se pose pas beaucoup la question. Hein. Oui, ouais, d'accord. Et puis, j'avais envie de te poser une autre question un peu. Est-ce que tu considères que il y a une approche écoféministe dans ton doctorat? Parce que il y a des savoirs... déjà, il y a plusieurs choses que je vois. Il y a le côté, on va parler de communauté autre, on parle de Sud global dans ce cadre-là. On sait que dans l'écoféminisme, ça fait partie. Dans le monde de la biologie végétale et du care, il y a beaucoup de femmes. Tu es une de ces femmes-là qui s'intéresse aux autres. On est un peu dans un espèce de cliché, là. Tu vois ça comment? Oui. En y réfléchissant, oui, j'ai une approche écoféministe. Surtout en considérant que l'écoféminisme est intersectionnel, donc en intégrant en plus communautés racisées à l'intérieur de cet angle-là. Sinon, plus spécifiquement, dans la distribution des tâches au sein d'un jardin traditionnel en général, donc pas traditionnel, un jardin de subsistance, souvent les tâches ne sont pas nécessairement réparties équitablement. La charge de travail, de façon générale, est plus élevée chez les femmes. Ce n'est
pas connu qu'en Haïti, là. C'est une constante même au Québec en fait, donc c'est une constante mondialement. Donc tout à fait sans le vouloir, en le voulant quand même, il devrait y avoir plus de femmes au sein de ma recherche qui auront ces savoirs, ou du moins plus de femmes qui vont contribuer plus significativement dans les données de la recherche en termes de plantes, mais aussi en termes de pratiques, parce que leurs connaissances, je crois, devraient être plus diversifiées en raison de leur implication antérieure plus importante, considérant leur implication au cours, en fait. Comparativement aux hommes. Et est-ce que d'ailleurs tu t'es posé cette question, parce que tu vois par exemple en faisant ce balado, je me rends compte que tous les hommes à qui j'ai proposé ont dit oui, il n'y a pas eu une seconde où il y a eu des non, et par contre il y a plusieurs femmes qui ont fait comme des oui, certaines disent non, d'autres se sentent le semi-légitime, ok parce que c'est toi, tu vois, mais je vois que c'est comme un... Alors pas toutes, il y en a plusieurs qui ont complètement assumé, qui font un gros oui. Comment on fait quand on fait de la recherche terrain comme ça? Est-ce que tu t'es dit, il va falloir que je demande à 2 fois plus de femmes pour avoir autant de femmes que d'hommes? Je ne sais même pas si tu t'es posé cette question, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça souvent, qu'il faut demander, il faut mettre plus d'efforts pour aller chercher les femmes. Tu vois ça comment? Je me suis posé cette question. C'est une très bonne question en fait, et je le vois un peu où ma méthodologie va peut-être permettre de compenser cela. Mais on va le voir en fait quand je vais réellement faire les entretiens. Donc, j'aurai autant des entretiens individuels semi-directifs et des ateliers collectifs de groupe, dans lesquels les deux seront confidentiels, bien sûr. Donc, ça va permettre, si certaines personnes sont plus à l'aise d'avoir des entretiens privés, donc individuels, ou certaines personnes sont plus à l'aise lorsqu'il y a une communauté, donc on est plusieurs autour de peut-être un petit lunch, d'échanger. Donc c'est peut-être comme ça que je cherche à aller chercher les gens qui ont ce savoir. Ce qui est intéressant pour l'instant, j'ai vraiment pas eu beaucoup d'approches à ce stade par contre, c'est que je crois que plusieurs personnes de la communauté haïtienne ne se sentent même pas assez légitimes en général, incluant les hommes, pour me parler de leurs connaissances. Donc, parce que quand je parle de ce projet et ça semble intéresser les gens, on me réfère « Ah, je connais un agronome, etc. Tu devrais parler à telle personne. » Et moi, je suis comme « C'est très intéressant, mais moi, ce que je veux, c'est ton savoir à toi. C'est toi qui, devant moi, a eu cette expérience. » Donc, eux-mêmes n'ont pas l'habitude d'être valorisés. Donc, je sais que mon discours doit... peut-être être sensible face à ça, donc trouver une façon, parce que pour moi, c'est tellement acquis, c'est comme c'est extraordinaire le savoir que tu as. Est-ce que tu me donnerais l'honneur de te parler? C'est un peu ça mon approche, puis eux sont comme, mais mon Dieu, je connais quelqu'un de mieux à qui tu devrais parler, donc je sais que mon approche doit faire attention à ça, et donc c'est ça. Pour l'instant, j'ai pas encore vu la dynamique, mais c'est sûr que de façon générale, en considérant la répartition des tâches hommes-femmes en agriculture, d'intégrer un quota important de femmes, je vais le prendre en compte, bien sûr. En fait, tu es en train de me dire que j'ai une réflexion entre guillemets de femme blanche, en fait. Parce que, non, mais parce qu'en fait, tu es en train de me dire, et puis je trouve ça très intéressant, tu es en train de dire, en gros, en fait, ce côté internalisé de ne pas voir sa propre connaissance ou de ne pas oser parler, etc., c'est dans l'ensemble de la communauté haïtienne, avec peut-être des différences de genre, mais c'est avant tout un frein pour toi, ça va être une des difficultés pour toi d'aller chercher ce savoir. Est-ce qu'il y a eu une rencontre ou un savoir qui t'a vraiment fait changer ta façon de voir le monde ou l'agroécologie ou l'alimentation? Est-ce qu'il y a une ou deux choses que tu te dis, ça là, il faudrait que tout le monde le sache, puis ça c'est transformateur dans son esprit? Je la connais pas, mais c'est Leah Penniman, afro-américaine, qui a écrit un livre, Farming While Black. Elle a une ferme qui s'appelle Soul Fire Farm. Donc, en fait, ce livre a aussi beaucoup inspiré ma maîtrise et la diversité bioculturelle. Parce qu'au début, en fait, c'était même pas moi qui avais eu l'idée. C'était une idée de ma directrice de peut-être explorer d'autres types de plantes qui sont moins cultivées. Et moi, j'étais un peu comme, on est au Québec, on devrait cultiver des légumes qui sont adaptés ici. Puis finalement, en me penchant sur ce type de livre et donc en valorisant
les connaissances de personnes afrodescendantes, c'est vraiment venu me parler. En lisant ce livre-là, je me suis beaucoup reconnue dans sa façon de faire de l'agriculture, en voyant aussi l'initiative de Jean-Philippe Vézina. En fait, c'est en allant à sa ferme, c'est lui qui m'a parlé du livre. J'avoue que cette rencontre-là aussi a été importante parce que haïtien d'origine, donc il me parlait de sa façon de cultiver, puis qu'est-ce qui l'avait inspiré, parce que je trouvais qu'il sortait de nulle part, okay, avec sa façon de faire, d'être inspirée de communautés afrodescendantes. Je suis comme, mais personne ne fait ça. On dirait que ça fait des années que je suis toute seule, mais on dirait que, je sais pas. J'ai vraiment été inspirée par lui, mais sa ressource, le fait de voir qu'il y avait d'autres personnes qui se mobilisaient à valoriser ce type de savoir, je me suis vraiment, comment dire, j'étais moins invisibilisée. Je sais pas, je me suis beaucoup reconnue dans sa façon de parler des principes et aussi le rapport à la nature, qui ressemble beaucoup au rapport autochtone face à la terre, que j'ai toujours aussi ressenti. Puis j'avais l'impression un peu d'être seule un peu autour de moi, avec mes délires, avec mon amour pour les arbres et les plantes et l'environnement autour de moi. Donc de voir que des personnes afrodescendantes avaient aussi cet amour-là et ce soin. Donc j'ai grandi à Montréal, j'ai grandi au Québec en pensant que l'agriculture était vraiment un métier de blanc, dans le sens que c'est tout ce que je voyais autour de moi. Et je me reconnaissais pas nécessairement dans ce métier, même si éventuellement j'ai eu un coup de cœur pour l'agriculture. Donc je me suis dit, pas grave, j'y vais quand même, j'aime ça. Ce qui est quand même une aberration parce que, je veux dire, les pays du Sud contribuent tellement à l'agriculture, ont tellement de connaissances ou ne contribuent contribuent énormément mondialement à l'agriculture via la mondialisation. Puis on importe énormément au Québec. Exactement. Donc c'est vraiment une aberration, c'est vraiment une déconnexion de mes origines, en fait, de penser que j'avais pas de lien direct avec l'agriculture. Donc toute la question identitaire dont tu parles depuis le début, finalement, directement en lien même avec ton propre regard sur toi. T'évolues sur ton regard sur toi, en fait. C'est fou. Oui. C'est fou. Est-ce qu'à l'Institut de recherche en biologie végétale, il y a beaucoup de personnes issues de minorités visibles ou... Donc, au sein des chercheurs, non. Très peu, ça se compte sur 2 doigts. Donc, non. Exemple, au sein des chercheurs, non. Ceci dit, en termes d'étudiants, il y a quand même une plus grande diversité, okay, surtout auprès des étudiants anglophones. Ah. Donc, ça, il y a quand même une diversité culturelle, quand même. C'est même au niveau de la disparité de genre, comme en termes de chercheurs, on est encore une dominance masculine, mais en termes d'étudiants, il y a plus de disparité. Presque 50-50. Ouais, donc les femmes, on va dire, sont rentrées avec les nouvelles générations, puis la diversité culturelle aussi. Exact. Okay. Donc, je sens que le changement arrive. Encore trop lent pour le niveau des chercheurs, mais ça reste que dans les étudiants, c'est bien présent. Et dans ce cas-là, je vais finir sur cette parenthèse-là. Est-ce que les autres personnes qui sont issues de minorités visibles leur étude est en lien aussi avec cette question d'identité ou pas du tout? À ma connaissance, pas du tout. Ouais. Après, il y a quelques exceptions. C'est-à-dire qu'il y a un chercheur qui fait de l'ethnobotanie et il y a d'autres chercheurs qui ont quand même des volets, des tendances à inclure l'ethnobotanie dans leur recherche. Donc, il est possible que leurs étudiants aient un certain angle. Mais je connais des recherches en ethnobotanie qui ont été faites à l'IRBV. Oui, okay. Donc ça, oui, ça existe. Oui, après, c'est pas que les personnes issues de minorités visibles qui se doivent d'étudier la question quelconque identitaire. Oui, ça. Je les ai pas connus directement, donc je ne sais pas tu le vois pas qui a fait, oui. Okay. Là, on ouvre, on te donne une baguette magique, le budget que tu veux, tout ce que tu veux, Laurie, t'es maître du monde. C'est quoi que tu penses qu'il faudrait mettre en place, en lien évidemment avec tout ce qu'on parle? Après, si tu veux nous parler d'autres choses, moi je suis ouverte, mais qu'est-ce que tu penses qu'il serait important qu'on mette de l'avant et qu'on fasse plus? Déjà, j'irais chercher tous les acteurs du milieu
parce que je ne voudrais pas faire ça tout seul. C'est une trop grande pression. Mais sinon, ce serait d'abord et avant tout d'encourager les initiatives existantes en agroécologie. Donc, il y a toutes sortes de fermes maraîchères diversifiées qui ont aussi des pratiques, qui incluent des pratiques agroécologiques. Puis plusieurs aussi sont ouverts à améliorer certaines de leurs pratiques, donc de commencer avec les terres agricoles existantes, de les améliorer. Puis ensuite, il y aurait beaucoup à faire en termes alimentaires, de façon à ce qu'on puisse être autosuffisant, ou au moins s'approcher de l'autosuffisance. Il y a vraiment du potentiel. Ceci étant dit, l'aspect économique, ce n'est pas ma force. Donc, ce serait difficile pour moi d'en parler davantage. Par contre, je sais qu'il manque énormément de leviers financiers, ne serait-ce que pour encourager les initiatives existantes à être pérennes. Et il y aurait tellement, et on pourrait tellement faire plus. Il y a tellement de gens qui ont aussi de la volonté. Donc, je commencerai par ça, mais on pourrait vraiment tendre vers l'autosuffisance parce que je crois beaucoup à l'alimentation locale. Donc, je ne crois pas que c'est nécessaire, par exemple, de manger des fraises en hiver et je ne crois pas que c'est nécessaire qu'on mange des avocats à la longueur d'année. Mais je sais que c'est une discussion difficile pour certaines personnes. Mais voilà. En fait, c'est revoir notre alimentation avec ce qu'il y a et peut-être justement cette diversité d'agriculture pourrait venir compléter nos repas. En fait, il faudrait manger complètement différemment. Oui, mais notre assiette pourrait être beaucoup plus diversifiée qu'on le pense. Ce serait juste de revoir des façons de cuisiner, des recettes, mais oui, on pourrait très bien se débrouiller. Tu as une idée de la quantité de personnes qui travaillent, enfin de fermes par exemple, qui travaillent à la question de l'agroécologie? Je crois que le biologique c'est 7%, puis l'agroécologie il y a un petit morceau au milieu du biologique et en même temps toute ferme agroécologique n'est pas obligée d'être certifiée biologie. En fait après c'est un choix de la personne qui fait l'agriculture. Tu as une idée ou pas de cette... En pourcentage, je ne sais pas. Par exemple, moi, j'inclus le maraîchage diversifié comme agroécologie. Il y a certaines, je sais qu'il y a certaines nuances, mais ça reste qu'ils sont, à mon sens, sur la bonne voie. Donc, et certains le sont réellement. Donc, je sais qu'on est quand même une centaine de fermes de maraîchage biodiversifié qui sont capables de nourrir à 30 000 personnes au Québec. Donc, il y a quand même du potentiel et ce, sans grande aide financière. C'est des entreprises, majoritairement c'est sous forme d'entreprises, certaines sous forme de coop de travail, mais ils y arrivent tout seuls. Mais plusieurs, on le sait très bien que c'est très difficile pour les maraîchers ou ne serait-ce que les agriculteurs en général. Il ne faut pas les exclure, c'est très difficile le métier d'agriculture. Oui, en général, là, absolument. Oui, c'est pas pour jeter la pierre sur les gens en conventionnel, c'est pas du tout leur... Tout le monde mérite notre respect dans ce domaine, absolument. Mais donc j'ai pas vraiment de solution miracle, mais je commencerai par encourager les initiatives existantes, de travailler avec les acteurs qui y sont, de leur donner les leviers pour atteindre leurs rêves, puis ensuite on analyse qu'est-ce qui manque et on le fait. Parce que je crois qu'il y a déjà beaucoup de potentiel, il manque juste les leviers financiers pour le réaliser. Finalement, c'est un choix politique. Oui. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui a envie de s'engager dans la voie peut-être de la recherche ou de l'agroécologie, puis qui est comme à la porte, là, qui nous écoute peut-être et qui se dit « Ah, mais non, moi je peux pas » et ça serait quoi? Quelqu'un à aller voir, venir te voir? J'en sais rien, je dis n'importe quoi, vas-y. Je pense que toute personne qui hésite devrait aller passer au moins une journée sur une ferme qui a des pratiques agroécologiques en termes de bénévoles, ou même au pire aller à un marché, mais vraiment voir une journée sur une ferme, je crois que c'est suffisant pour revoir le respect qu'on peut avoir à notre alimentation. Tout le soin qui a été mis à la récolte des légumes, de la semence à l'assiette, comme on dit, mais vraiment de le voir visuellement, parce qu'il est très facile dans notre monde de surconsommation de prendre l'ensemble de nos ressources pour acquises et l'alimentation est incluse. Mais là, il y a tellement de possibilités d'alimentation alternative. Après, je ne dis pas qu'elle est déjà en place pour l'ensemble de la population, mais quand même, il y a déjà des choix qu'on peut faire. Donc déjà, de commencer par ça, ça peut déjà sensibiliser. Puis après, on pose les prochaines questions. Mais en plus, elles sont belles, les fermes en agroécologie ou permaculture ou diversifiées. C'est souvent des très belles fermes parce qu'il y a souvent des haies, il y a souvent de l'eau ou des étangs quand c'est possible.
En fait, c'est des fermes qui sont très différentes de nos grands champs qu'on peut voir, c'est les réalières. Donc en plus, c'est cute. Oui. C'est une belle activité, en fait. Vous pouvez y aller à deux, vous pouvez y aller entre amis. Ça peut être une belle date, ça peut aller en famille. Au Québec aussi. Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, via tout ce que tu connais, via ton travail, où tu te dis, ça serait vraiment important que toute personne qui travaille dans l'alimentation, ou en tout cas beaucoup de ces gens-là, le considère, arrête de l'avoir en angle mort, cette partie-là, pour essayer de le remettre dans nos pratiques, en fait. Ça serait quoi qu'il faudrait qu'on voit, nous, pour améliorer nos pratiques, justement de la semence à l'assiette? Mais je pense que c'est de commencer à le croire, que c'est possible d'avoir une alimentation locale, écologique et résiliente pour et par nous, société humaine. Puis parce qu'on dirait que souvent, quand j'en parle, j'ai l'impression de parler comme si je parlais d'un rêve. Alors qu'il y a déjà des initiatives qui le font, c'est pas si éloigné de nous. Après, certains modèles ne sont pas nécessairement parfaits, mais on s'approche quand même d'une agriculture qui est plus résiliente. Donc, c'est de commencer à le croire, puis de s'informer. Des fois, c'est ne serait-ce que d'aller à un point de dépôt, de panier qui est près de chez nous. C'est déjà un petit pas vers notre agriculture. Merci. Merci à toi, Christelle. Je suis vraiment passionnée d'agroécologie. Même si c'est difficile parfois de continuer la lutte, il y a tellement de gens qui y travaillent et c'est vraiment inspirant d'entendre toutes les initiatives et aussi de parler avec toi. Donc, merci. Vous pouvez nous suivre ou partager le balado si vous avez envie de faire découvrir Laurie et puis toute cette façon de voir le monde. Il y a des chercheurs comme elle qui vont essayer de petit à petit orienter notre façon de faire et notre regard sur notre alimentation. Et puis à la prochaine dans un prochain épisode de Terroir Fertile.